Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je suis super contente et très enjouée puisque je suis en compagnie d'un clown professionnel qui s'appelle Paloma Porquet-Gracia, qui est ma grande amie de toujours que je connais depuis maintenant, je dirais presque, pas 20 ans quand même, 15 ans. On peut dire 15 ans au moins. Je pense au moins ça, oui. Oh là là, ça fait drôle, on se l'est jamais dit en fait, mais c'est ça, 15 ans. Ça fait exactement peur. 15 ans, Sarah. C'est D'accord. exactement ça. Ok, bon bah voilà, 15 ans. Ouais, tu l'as dit J'avais au 20 pif. ans. Tu l'as dit, ouais, tu avais 20 ans. D'accord. Tu l'as dit au pif, mais t'as été dans le juste direct. Oui, c'est facile à compter du coup. Bah, 20, finalement, 20 ans, oui. 35, Bah, voilà. oui, Bah, bah, je viens d'avoir 35 ans, voilà. Je exactement. voulais pas dire mon âge si jeune, mais ça y est, c'est officiel, tout le monde le sait, j'ai 35 ans. Alors, non mais c'est un très bel âge, vraiment, je sens. On y croit. Donc en tout cas, Paloma, c'est vraiment une chance de l'avoir sur ce podcast parce que c'est quelqu'un qui a... C'était pas gagné en plus. Hein. J'ai non, failli partir aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Voilà, donc là on croit vraiment aux synchronicités dans ces cas-là parce que quand quelque chose n'est pas du tout prévu et que on s'était dit il faut qu'on fasse un podcast et en fait Paloma devait repartir, on n'avait pas le temps. Finalement on est bloqué par la neige. Parce qu'il neige très abondamment et je ne peux pas la raccompagner. Donc du coup, elle est là avec moi. Et on va pouvoir parler de choses et d'autres. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'ouvrir les horizons des cœurs, quoi, que les gens s'ouvrent à des choses différentes. Alors peut-être qu'on va évoquer des choses que vous connaissez déjà, peut-être qu'on va évoquer des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, le but c'est d'échanger, de partager et dans la joie et la bonne humeur toujours. Surtout. Et donc Paloma, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un petit peu ce que tu aimes faire le plus comme activité, c'est-à-dire activité professionnelle ou dans le monde, quelle est la chose qui te fait le plus vibrer? Si tu vas réfléchir à une chose que tu adores faire, qui ne soit pas manger de la chantilly. Alors oui, alors j'aime bien d'ailleurs manger de la chantilly. Oui. Alors c'est une très bonne question. Alors j'apprécie beaucoup en fait ces jeux de questions-réponses quelque part parce que on est obligé de se poser des questions qu'on ne s'est pas forcément posées ou en tout cas pas dans ces termes-là précisément. Et donc ça par exemple ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup. De me poser des questions parce qu'on me la pose alors que je me la suis pas posée en ces termes. Ouais. C'est pour ça que je trouve riche finalement ce genre de mini entretien avec des gens qu'on connaît bien parce que on croit les connaître par cœur et en fait on s'aperçoit qu'on les connaît jamais par cœur, on les connaîtra jamais par cœur, ils nous surprendront toujours. Ouais. Enfin en tout cas on espère, sinon au oui, bout d'un moment on va oui. s'emmerder. Et c'est pas notre cas. Au bout de 15 ans, je crois que on arrive encore à se surprendre. Ouais, c'est vrai. Et ça c'est bien. Bon alors donc si je veux répondre à ta question, comme ça d'entrée de jeu, sans réfléchir et donc du coup sans mental, la première chose qui me vient par rapport à ce que j'aime faire, à ce qui me fait vibrer, c'est d'observer l'humanité en fait, d'observer l'âme humaine. Sans aucun jugement, avec cette espèce d'ouverture d'esprit, enfin sans aucun jugement en essayant parce qu'on reste des êtres humains donc forcément il y a des choses qui nous traversent, mais justement j'aime bien regarder les gens et me dire où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les pousse à vivre dans n'importe quel endroit, dans des cafés, dans des squares, dans des musées, dans la rue. Dans les moments où ils sont un peu eux-mêmes en fait. Voilà, dans les moments où ils savent pas qu'on les observe. Voilà, c'est ça. Voilà, dans les moments où ils savent pas qu'on les observe. Et voilà, moi je suis passionnée par l'âme humaine, c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle par le théâtre. Et puis finalement je me suis dirigée petit à petit vers le coaching, vers tout ce qui est thérapie manuelle, corporelle. Mais
toujours sous-jacent la psychologie, c'est-à-dire que pour moi le corps c'est un outil merveilleux pour utiliser, pas du tout, pour étudier la psyché humaine, parce que tout est inscrit dans le corps, et du coup là les gens, même si inconsciemment ils savent pas, ils racontent leur histoire de par leur corps, donc ça... Leur façon de se tenir ou... Alors même pas, Comment? c'est-à-dire que même s'ils sont allongés sur une table de massage, la tête dans le trou, comme je dis, ça fait toujours beaucoup rire les gens, mettez donc la tête dans le trou. Alors on n'essaie pas de se la rejouer Marie-Antoinette, hein, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de je n'essaie plus de rien contrôler, je m'abandonne à, et en m'abandonnant à, je livre mon histoire en fait. Alors pas du tout en mode je suis vicieuse et j'essaie de savoir ce que j'ai pas à savoir, mais je veux dire, le corps il parle de lui-même, que la personne elle veuille ou pas raconter son histoire, de toute façon le corps il parle, donc après c'est compliqué même de savoir quels sont les événements qui ont eu lieu précisément. Enfin, ça va être plus du genre de ressentir qu'une personne a souffert, une personne... il y a des choses peut-être qui sont faciles à voir, comme quelqu'un qui se tient de façon courbée, façon... c'est plutôt les organes qui sont atteints, les organes qui ont été abîmés. Si on a un peu une approche de la médecine chinoise... il y a des choses qui viennent. Bon, après, c'est vrai que il y a le fait que je sois médium, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais ça peut aider, c'est sûr. Quand on touche le corps et qu'on a des visions ou des trucs, c'est sûr que du coup, on sait des choses d'entrée de jeu. Après, le but, c'est pas d'essayer de rentrer dans des choses beaucoup trop intimes. D'accord. Mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est surtout universel et on a tous le même genre de blessures, ou en tout cas, on vit tous le même genre de questionnement, en tout cas. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui reviennent. C'est ce qui fait que d'ailleurs il y a certaines médiums qui en profitent pour du coup être dans des questions assez générales. Certaines médiums qui sont pas forcément très légitimes et très douées, mais qui veulent bien utiliser, exploiter le porte-monnaie. Et puis qui vont du coup dire vous avez vécu quelque chose de pas facile dans votre vie. Oui, effectivement, comme la moitié, comme la plupart des gens. Je sens quelque chose, il y a quelque chose avec votre père ou votre mère. Oui, avec ma mère, il y a toujours quelque chose avec l'un des deux de toute façon. D'accord. Alors je vois une personne qui est brune. C'est sûr. C'est assez sympa en général. C'est sûr que ça peut être drôle. On pourrait faire des sketchs avec ça. Voilà, bon, c'est vrai que Paloma me fait beaucoup rire aussi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un... Moi, je pense que tu aurais ce talent de guérir par le rire, vraiment. Oui, j'y songe. Déjà de me guérir moi-même par cette approche, parce que déjà, il faut commencer par soi. Oui, tout à fait. Mais c'est clair que... Ouais, mais ça peut passer par soi et l'autre en même temps. Sûr, on peut faire une guérison simultanée, si tu veux. Voilà, parce que l'autre qui rigole, s'il a un rire super comique ou qui t'en rajoute une communicatif. Voilà. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir quand du coup tu as ces approches des gens et de voir que ok il y a quelque chose qui bloque, donc là tu es dans un état un petit peu de canalisation. Est-ce que finalement cette énergie et on peut dire un peu ce don de guérison, enfin cet accompagnement que tu vas avoir pour la personne, est-ce que tu es toujours disposé à le faire, cet accompagnement, ou est-ce qu'il y a des jours où c'est très compliqué de le faire, des matins où tu te réveilles et tu sais qu'elle me pose, elle veut me foutre dans la merde. Oh, il y a des matins, ça m'emmerde, ça me fait chier. Non, bon. Ça fait une mauvaise pub. Non, pas du tout. Non, mais c'est une question qui est intéressante. Parce que, bien sûr, on reste quand même des êtres humains. Donc, c'est sûr qu'il y a des matins où soi-même... C'est vraiment intéressant, cette question, d'ailleurs, Sarah, en fait. Même si t'as voulu me foutre dedans, je te le revaudrais bien. Garce. Non, je t'adore. Mais oui, c'est sûr, il y a des matins où c'est plus difficile que d'autres parce que plein de choses, parce que soi-même on a tout un tas d'émotionnels qui remontent à la surface, parce que on a beau faire des soins, nous aussi on vit notre vie le soir quand on a fini notre journée, ou même dans la journée, sur la pause de midi ou avant d'arriver au travail. Texto. Voilà, n'importe quoi peut nous déstabiliser. Oui. Alors peut-être on est plus habitué que d'autres à savoir comment se recentrer un minimum. Quand même. Voilà. Mais ça n'empêche que on sera jamais des surhommes. Donc il est évident que des fois,
on se dit comment je vais faire aujourd'hui quoi. Non mais là je suis juste pas du tout en état de faire autant de soins que ce qui est prévu. Comment je vais faire? Et en fait je sais pas comment expliquer ça, mais la plupart du temps, alors c'est une question d'ailleurs à force je me la pose plus tellement parce que je sais la réponse maintenant, c'est quand je pénètre dans ma salle de soins, il n'y a plus aucune question qui se pose, c'est-à-dire que je peux être entrée dans un état où j'ai vraiment traversé ces derniers temps de mon existence des passades où j'étais vraiment dans des émotionnels débordants, où je pouvais me réveiller avec vraiment des larmes, où j'étais pas bien, et j'ai aucune honte à parler de ça parce que je veux dire je suis un être humain, donc voilà, et je suis complètement faillible, et à la limite c'est ce qui me rend complètement crédible, c'est d'oser dire ce que je vis sans aucune honte. Mais voilà, il y a un truc dans ma salle de soins, dans mes salles de soins, parce que l'été dernier j'avais 2 salles de soins différentes et c'était pareil que ce soit dans l'une ou dans l'autre. Je sais pas si c'est lié à l'énergie du lieu, je sais pas si c'est la posture de soignant un peu, on sait jamais comment dire, parce que voilà, on n'a pas le droit de dire thérapeute, on n'a rien le droit de dire nous en tant qu'énergéticien. Bon, puis de toute façon on n'a pas d'étiquette, donc à la limite ça tombe bien. Mais voilà, en tant que soignante, c'est ce qu'on dit pour les animaux, mais bon après tout on est des animaux, il y a un truc qui se positionne direct quand j'entre dans cette salle de soins. D'accord. Et je me sens moi-même guérie en fait, je sais pas comment dire. T'es protégée. Et je suis protégée. Secondée, et cet été, le nombre de fois où je suis arrivée complètement brouillée, brassée, où je me disais mais comment j'ai la force aujourd'hui, je vais être obligée d'annuler tous mes soins, c'est pas possible. J'arrivais dans ma salle de soins, il y avait un truc qui changeait instantanément. Et là, quand j'ouvrais la porte de ma salle de soins, sans aucun besoin de me forcer, vous savez ce truc forcé là des fois quand on fait un boulot où on est vachement au contact des autres, bonjour alors comment ça va ce matin? Non, et là pas du tout, j'avais pas besoin, j'étais dans mon authenticité, j'ouvrais la porte et je disais alors comment ça va aujourd'hui? On va y aller. Et je m'observais et je recevais, alors évidemment je recevais des gens qui étaient en résonance avec mes états émotionnels, c'est d'une évidence, voilà. Et je recevais systématiquement des gens qui s'effondraient dans mon cabinet. Non, dans mon cabinet, dans ma salle de soins, j'ai pas le droit de dire cabinet. Donc dans ma salle de soins, j'avais systématiquement, tous les jours, des fois 3-4 personnes qui s'effondraient. Mais quand je dis s'effondrer, c'est je suis au bout du rouleau, je vais me foutre en l'air, mon mari m'a plaqué, de toute façon je vaux rien, enfin voilà. Des états vraiment, c'est pas des trucs, je sais pas qui c'est qui va avoir la garde de l'enfant. Non, on était vraiment, d'ailleurs ça peut brasser bien d'ailleurs, mais on était vraiment dans des trucs violents quoi. Et en fait, je trouvais la force sans aucune émotion, je trouvais la force et l'empathie, juste ce qu'il fallait, et la compassion surtout, de prendre la main de ces personnes ou d'avoir un geste doux en fait, sans être dans bien poupoule, je vais te soigner, moi je connais la situation et la solution, mais vraiment ce truc d'apaisement en fait. Je posais juste par exemple une main sur l'épaule, je disais ne vous inquiétez pas, je comprends ce que vous vivez, mais ça va très bien se passer, vous avez les ressources en vous nécessaires. Et en m'écoutant dire ça, je me disais oh mais dis donc ma cocotte, tu pourrais te le dire toi ça le matin quand t'es sans dessus-dessous. Et au moment où tu le dis finalement, tu n'étais pas dans un état, mais je suis complètement. Mais je suis dans une authenticité, je suis dans mon pouvoir et surtout je suis dans mon cœur. Et est-ce que finalement les jours où tu te réveilles le matin, où t'as pleuré, où du coup t'es en difficulté, est-ce que c'est des jours où du coup tu es encore plus à même de soigner finalement? Ah mais je pense. Je pense sincèrement, pour tout vous dire et ne rien vous cacher. Cet été, j'ai travaillé comme une acharnée pendant 9 mois. Pendant les 2 premiers mois ou les 3 premiers mois, je ne sais plus à force et je ne veux pas savoir parce que ça me replonge dans des trucs un peu compliqués. On va dire 3 mois. Pendant les 3 premiers mois, j'étais à mi-temps. C'est-à-dire que ce mi-temps, ça consistait à travailler 15 jours dans le mois. Voilà, 15 jours d'affilée dans le mois et les 15 autres jours, je me reposais. Pourquoi ? Parce que, on m'a annoncé une maladie que tout le monde connaît, qui est le cancer. Et en fait, ensuite, le fait est que mon mi-temps, il a sauté. J'ai été obligée de me retrouver à travailler en fait à plein temps. Sur le coup, ça m'a pas fait rigoler parce que je me suis dit, mon corps a besoin de repos, ça va être compliqué.
Ouais. Et en fait, j'ai énormément... Alors, je sais même plus la question que tu m'avais posée à la base. Je t'avais demandé, est-ce que des fois ça te met dans une disposition encore Oui, plus forte voilà, de compassion, oui, le fait mais de complètement. toi traverser quelque Alors chose? justement, le fait d'être malade, c'est ce qui m'a brassée émotionnellement, évidemment, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a atteint mon système hormonal, donc forcément j'avais les hauts, les bas d'une femme enceinte, hein, ou d'une femme qui a ses règles, mais qui aurait ses règles toute l'année, donc si vous voulez c'est un peu compliqué. Donc voilà, on est avec Bérénice la tragédienne la plupart du temps, des choses qui sont pas forcément graves deviennent genre un tsunami émotionnel. Et en fait, le fait de traverser tout ça a fait que, comme je le dis, par la loi de la résonance, j'ai attiré énormément de gens qui étaient dans ma posture, c'est-à-dire malades, avec le même type de maladie, avec beaucoup l'utérus touché comme moi. Ouais. Alors les femmes, bien sûr, parce que les hommes, c'est Oui. compliqué d'avoir l'utérus touché. Encore que j'attirais à moi des hommes qui avaient la prostate un peu qui flanchait. Qui serait peut-être l'équivalent chez l'homme. Qui serait l'équivalent chez l'homme, bien sûr. D'accord, Donc ça, ouais. c'est intéressant. Tout à fait, ouais. Et du coup, j'étais complètement en capacité de les épauler, de les écouter. Donc oui, ça t'a fait, comment dire, ça t'a permis de mettre des mots sur, si t'avais pas un dialogue avec toi-même, tu pouvais dialoguer avec quelqu'un extérieur à toi, sur des conseils, sur comment, peut-être ça t'a inspiré aussi je m'inspirais moi-même. Des protocoles. Ouais. Mais en tout cas, tu avais choisi plus ou moins, c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça, que tu sois en train de travailler et que tu travailles encore plus pour te dire, comme si c'était pour te dire, Paloma, allez, tu bosses encore plus comme ça, tu vas penser moins, peut-être, parce que tu n'as pas le temps de penser à toi. Alors, il y a un truc qui est évident, c'est que quand on est malade, on se sent... Enfin, je ne peux pas parler de tous les malades, parce que je ne suis pas tous les malades, je suis moi-même, mais en tout cas, de ce que j'ai l'impression pour avoir rencontré des gens qui traversaient la maladie, on se sent quand même plutôt vulnérable. Et des fois on se voit tout petit, on a l'impression qu'on n'a plus de force, qu'on est à bout, qu'on est en dessous par rapport aux autres. Voilà, que les autres sont plus forts que nous, de toute façon. On sous-estime, on n'y arrivera pas parce qu'eux ils sont plus forts, enfin bon, etc. Et au final, le fait de travailler m'a aidé à être dans mon pouvoir, m'a aidé à me sentir malgré tout grandir en force et en intensité, en puissance en fait. Donc alors c'était pas voulu, parce que moi si j'avais pu, à la limite économiquement, parce que quand on est à son compte c'est compliqué, mais économiquement si j'avais pu, comme je le dis, idéalement je me serais barrée à Bora Bora et j'aurais été me refaire une santé. Les choses ne pouvaient pas se faire ainsi. Donc je me suis retrouvée contrainte de travailler. Par moments j'étais en colère parce que je me disais je peux même pas prendre soin de moi, je prends soin des autres toute la journée, je peux même pas prendre soin de moi. Mais c'était comme ça, c'est ce qu'il y avait à vivre. C'était comme ça, d'accord. C'était et puis en même temps tu tenais le coup physiquement amassé. J'hallucinais. Tu hallucinais. Il y a des matins. Est-ce que tu as utilisé des outils pour ou ça s'est fait tout seul? Comment tu as fait pour du coup favoriser ton énergie, te renforcer? Ouais, c'est une bonne question aussi. J'ai fait beaucoup de visualisation créatrice, beaucoup de mantras que je me suis répété. Alors, ce que j'appelle mantra, parce que bon, c'est vaste, le mantra, ça peut avoir plusieurs formes. Oui. C'était là vraiment des phrases en français, donc dans ma langue, hein, c'était pas des trucs en sanskrit, je comprenais rien. Non, c'était des phrases en français qui tournaient autour de la guérison, de mon énergie, de ma capacité à grandir, à évoluer, à devenir encore plus belle, la plus belle version de moi-même en fait. Tu t'es surpassée quoi. Je me suis surpassée, carrément. Alors, il n'y a plus rien à faire, je suis au top du top. Je crois qu'on peut plus évoluer au-dessus. Toujours rigoler, c'est important. D'accord, donc c'était vraiment au niveau des pensées, du mental, oui, je dirais de renforcer, de travailler sur attention, je pars pas dans des pensées de victimisation, de je suis malade. J'essaye, voilà. Parce que bon, des fois on est rattrapé, hein. Malheureusement, comme je dis, on reste des êtres humains. Mais effectivement, le but c'était de rehausser un peu le niveau parce que forcément on traverse des peurs, on traverse plein de choses. Puis quand vous avez le corps KO, il y a des douleurs, il y a une perte de vitalité, il y a quand même plein de choses qu'on peut plus faire avec la même vigueur, avec la même puissance. Donc par moments, le mental s'empare du truc et t'es foutu ma vieille. Bon, mais
En fait, faut pas s'attacher à ça. Enfin, alors là, si vous tombez là-dedans, et je l'ai fait, hein, je suis comme tout le monde, des fois je suis tombée dedans, j'ai même pleuré, j'ai dit ah voilà, je suis foutue. Et puis en fait, j'avais toujours cet élan, comme on dit, il faut taper le fond de la piscine. Hein, et une fois qu'on a tapé le fond de la piscine, on remonte. Et puis, on se dit, non, ça suffit, là, attends, et il y a plein de belles choses qui se profilent. Et tu sais quoi, ce que tu es en train de vivre, c'est un super outil pour avoir une vie encore plus belle. Voilà. Oui, et puis du coup, il y a quand même des choses, des activités, enfin du coup, le fait de t'occuper d'autres gens, bon, des fois c'est une contrainte, surtout quand on reçoit 8 par jour, mais il y a des fois... c'est un choix à faire aussi, de se dire, je me respecte, je fais pas autant de soins par jour, ça m'a aussi appris ça. Voilà, ça c'est important. Ah oui. Parce que du coup, en petite dose, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mission de vie, quelque chose qui est important pour toi et qui te fait vibrer. Malgré tout, même si ça demande un effort. Ça nous dépasse. Voilà, c'est ça. Et rester humble avec ça, quoi. Ouais, et en même temps, tu te dis, tu sens cette utilité que tu as, que ton âme, ton corps a sur cette terre, qui t'ancre complètement et qui te donne cette force de vie, le fait de, même des fois, oublier son corps. Tu es dans la transcendance à certains moments. Ouais, ça me l'a fait quand je faisais des méditations. Moi, je me fais des sortes de méditations où je me laisse aller. Alors, je me fais un ancrage avant pour pas me barrer sur Mars. Mais voilà, je me faisais beaucoup cet été et je me fais encore de temps à autre, bien sûr, des méditations guidées, en fait. Des méditations où je me guide, où je me laisse guider par d'autres plans. Alors j'allais par exemple cet été dans des temples de lumière transparents en fait, de forme pyramidale en fait, et je me faisais faire des soins par, j'appelais les médecins du ciel ou les médecins stellaires, et je disais voilà, je me faisais un super voyage dans d'autres dimensions, et en même temps je m'offrais du soin par plus grand que moi en fait. Et voilà, et donc effectivement ça me mettait dans des états de transcendance au niveau du corps, c'était quand même appréciable. Il y a des moments où mes douleurs disparaissaient complètement. Ça, j'avais tendance à le faire quand j'avais extrêmement mal dans le bas-ventre, à l'utérus, même sur le côté gauche du corps, j'avais des grosses douleurs par moment, et ça me calmait. Parce que ils sont en empathie, les autres organes. C'est ça, ils travaillent. Rien, on va te soutenir, Coco, mais bon, du coup, des fois, ils rament avec l'autre, quoi. Donc voilà. Après, il y a une sacrée puissance dans le corps aussi. Ouh là là, et les douleurs, c'est aussi la vie, en fait. Complètement. Je pense à quelqu'un comme Thierry Casasnova, souvent, c'est quelqu'un qui, moi, je trouve, qui est intéressant au niveau, qui a tendance à dédramatiser même des maladies assez graves. Et heureusement qu'on l'a. Bah oui, ça a quand même fait... je pense qu'il y a des gens qui entendent ces vidéos, qui voient ces vidéos et qui se disent... Ah mais ça fait du bien, tu vois, et c'est ça qui est important, c'est finalement de il y a rien de grave. Après, on peut vous annoncer un truc en phase terminale. Tant que vous êtes encore vivant, vous pouvez totalement tout changer à tout moment, tout modifier. J'ai entendu quelque chose il y a pas longtemps, c'est de toute façon il y a que les gens qui sont dans les cimetières qui n'ont pas de problème. Ah c'est joli, c'est vrai en plus. Tant qu'on est en vie, ok, on va avoir des problèmes, il va y avoir des choses, mais il faut les dépasser, enfin en tout cas mais voilà, on a le droit d'être humain aussi et d'avoir ces états d'âme, et c'est important de laisser sortir des émotions. Oui, de toute façon ce qui ne comment on dit, ce qui ne sort pas s'imprime. Enfin non, c'est plus joliment dit que ça. Je me demande s'il n'y a pas une rime d'ailleurs. C'est les naturopathes qui disent ça. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Alors du coup, c'est vrai que le fait de l'exprimer. Alors toi, je vois bien que du coup, tu as tout de suite eu cette authenticité. Donc c'est-à-dire que tu t'en es pas caché. Non. Quand la chose, tu n'avais pas en parlé immédiatement. Bonjour Paloma, je suis en train de vivre ça. Non, pas directement. Non, j'ai mis du temps à l'accepter moi-même parce que c'est pas facile d'accepter. Je pense que j'ai le regard de l'autre. Je pense que j'avais une forme de toute puissance qui n'est pas propre seulement à moi. Je pense que la majorité des êtres humains sont atteints de toute puissance, comme d'une maladie qui peut être un peu dramatique parfois. Okay. Et la toute puissance, ça fait que tu veux pas te montrer vulnérable. Tu veux montrer ton meilleur aspect, surtout si jamais t'es dans quelque chose de thérapeutique, que tu soignes les autres. Tu te dis non mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi, je suis pas crédible. Voilà, c'est ça, je suis pas légitime. Et peut-être que t'es complètement légitime, justement parce que ce que t'es en train de vivre, c'est pas une fin en soi, c'est une expérience, puisqu'on est venu faire des expériences, et
et qu'à travers cette expérience, tu es en train d'apprendre à être encore plus efficace, en fait, Et puis en même temps, de prouver que, regardez, on peut traverser ce genre de difficultés et pour autant être debout, travailler. Complètement. Voilà, de dire ça j'existe. Ça bluffait les gens parce que comme je l'exprimais hier à table entre nous, les gens des fois ont vu que j'avais perdu énormément de poids, puisque j'ai perdu 30 kilos en fait pendant l'espace de temps de la maladie, en très peu de temps. Et donc, les gens qui m'avaient pas vu pendant 1 an, en fait, me retrouvaient aussi parce que j'ai fait beaucoup de jeûnes et de trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai perdu du poids. C'est pas que la maladie. Voilà. La maladie fait perdre du poids quand même. Elle grignote de l'intérieur un peu, mais on va dire que c'est le régime alimentaire que j'ai pris ensuite qui a fait que j'ai perdu énormément de poids. Et donc, les gens me disaient, ceux qui me connaissaient déjà, qui venaient me voir depuis longtemps, et qui m'avaient pas vu depuis 6-9 mois, me disaient... Oh mais dis donc, vous avez maigri, mais c'est quoi votre secret? Qu'est-ce que c'est que ce régime fabuleux que vous avez trouvé? Oh le cancer, hein. Voilà. Et en fait je répondais ça, mais avec humour et authenticité en fait quoi. Parce que il n'y a pas de raison de se cacher. Finalement, si je veux être authentique, il faut que je retire mon masque. Et c'est ce qui va permettre à l'autre en face de moi d'être authentique aussi. Et quelque part, c'est ma façon de co-créer la relation et d'être en conscience avec la relation que j'ai avec l'autre, en fait. Et en fait... ça a retiré les masques aussi. Ça retire les masques. De l'autre aussi. Et les gens me disaient, non mais c'est incroyable, mais vous avez bonne mine. Alors, bon, des fois, j'avais pas bonne mine, pas tout le temps, mais il y a eu quand même des fois où j'avais une mine excellente. Oui. Et les gens me disaient, mais vous êtes vaillante. Mais comment vous faites? Moi, je vous vois, je n'imaginerais jamais que vous avez quoi malade. Que ce soit. Ouais, jamais. Jamais. Ouais, c'est fou. Voilà. Comme quoi, il y a peut-être des gens qui s'en cachent, parce qu'on sait que c'est quand même un fléau, qu'il y a effectivement il y a beaucoup de gens il y a plus de gens qu'on ne le pense qui sont atteints de maladies. Mais ce qui fait la grande force de guérison, c'est aussi les changements de mode de vie, de se remettre en question, parce qu'après, il n'y a pas forcément besoin de découvrir, d'aller faire 1001 examens pour découvrir, à tel endroit, il y a telle chose, ok, ça peut aider pour faire des visualisations, mais on peut s'apercevoir simplement qu'on a un petit peu de baisse d'énergie, et puis de dire, là, ce serait intéressant que je me mette au sport, ou que je revoie, tu vois, enfin, c'est ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic choquant pour remettre en question une alimentation, mais malheureusement, c'est vrai que un mode de vie, ça fait c'est une alarme quand même. Voilà, la maladie, elle vient te dire quelque chose qui tourne pas rond. Tu as besoin d'être changé pour que tu sois plus en harmonie avec toi. Voilà, mais c'est pas que au niveau alimentaire qu'il faut changer. Non, c'est la pensée, la psyché, la façon de penser sa vie, de s'observer, la façon de se voir, la façon de regarder le monde. Souvent, il y a quelque chose qui est malade au niveau de la psyché. Et ce qui est malade au niveau de la psyché finit par atteindre le corps physique. Tout est d'abord énergétique en fait. C'est des formes pensées, c'est des fausses croyances sur nous qui ont impacté le corps à force. Tout à fait. Alors moi je trouve c'est intéressant, c'est Bruce Lipton qui dit mais attendez... Celui qui fait la tisane. Non, puis en plus là c'est du thé vraiment très délétère, soi-disant ils font du bio maintenant, j'y crois pas trop. Buvez pas ça, vous allez attraper des cancers. On est grave. Mais par contre du Bruce Lipton, du vrai pur jus de ses bouquins là, oui. Alors ce gars là il est super inspirant, c'est un américain et en fait un peu dans la même lignée que Joe Dispenza, ils sont potes d'ailleurs, je crois. Pas, je le sens un peu comme ça. Et lui d'ailleurs il fait des vidéos, il essaie de mettre un peu d'humour aussi pour faire passer ses messages, il se déguise en Dark Vador ou je sais plus quoi, en Yoda, enfin bon, il délire. Et en fait, lui, il dit, mais attendez, vous croyez que vos cellules, elles sont au courant de ce qui se passe à l'extérieur? Mais pas du tout. Vos cellules, en fait, elles dépendent d'une chose qui est primordiale, c'est que vous voyez le monde, vous interprétez les choses et vous leur envoyez un message et vous dites à vos cellules, attention, c'est la galère, ça va pas dans la vie, c'est stressant ce que je vis, et du coup les cellules prennent avec elles toute cette interprétation, elles vont recevoir et le vivre et transformer leur structure en fonction de l'interprétation qu'on a du monde. Donc c'est là où notre pouvoir réside, de dire d'avoir un regard, si on arrive à avoir un regard qui fait du bien aux cellules, on protège nos cellules.
Donc ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'effectivement, on a ce pouvoir d'interprétation et que ça va générer des pensées, ce qu'on perçoit de la réalité va générer des pensées qui vont être relayées au niveau cellulaire. C'est quand même un sacré trajet, mais les cellules reçoivent les informations quand même. Complètement. Ça, c'est évident. Donc de quelle manière percevoir le monde, comment vivre des situations qui peuvent être stressantes, par exemple, on est dans une situation stressante, arriver à ne pas trop stresser la cellule à l'intérieur du corps quand même, à avoir ce parachute de ok, allez, je rebondis sur autre chose, tu vois, ne pas trop rester sclérosé dans une situation, quoi, par exemple. Donc voilà, c'est un grand sujet que le sujet de la guérison, parce que je pense qu'on a tous en fait des choses à guérir en nous, que ce soit émotionnellement, physiquement, voilà. C'est un chemin qui ne finit jamais, et ce qui est fabuleux... C'est une superbe aventure en fait. Voilà, c'est ça. Il faut voir la maladie, je crois, parce que c'est un changement de regard qu'on nous demande à travers tout ça, donc il faut voir la maladie comme un miracle sur notre chemin pour nous ouvrir les portes de choses méconnues en nous, à commencer par un changement de point de vue sur son propre corps, parce qu'on s'aperçoit vraiment que le corps est une machine infernale et miraculeuse qui peut se régénérer à chaque instant, et peut-être qu'avant d'être malade on l'avait oublié ça, et du coup ça nous remet dans notre humilité, et sûrement aussi que quand on tombe malade c'est qu'on s'est fortement éloigné de son pouvoir personnel, soit parce qu'on est dans des dépendances multiples, et que du coup on n'est plus dans son pouvoir personnel, on est toujours un peu emmêlé avec le pouvoir personnel de l'autre, ce qui fait que là ça marche pas, quoi, parce que voilà, on se met sous dépendance. Ça peut être d'un compagnon, on peut être en dépendance encore de ses parents, même à 70 ans, Moi je connais des gens qui ont 70 ans, les parents sont décédés depuis belle lurette, et pour autant sont toujours régis en fait par ce regard parental au-dessus de leur tête, et ça fait d'incroyables dégâts, parce que pendant qu'on est là-dedans on n'est pas dans son pouvoir personnel, on réfléchit pas par rapport à soi, on réfléchit par rapport à ce que l'autre penserait. Ça c'est vraiment un gros truc de beaucoup d'humains, d'arriver à vivre par soi-même, parce qu'en fait on a tellement ce programme en nous qui est inscrit depuis l'enfance, que c'est des automatismes par rapport à telle chose. Tiens, j'aime pas la confiture de fraises, bon ça c'est un exemple, c'est facile aussi de réorienter, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles, de l'ordre de je réagis comme ça quand je suis dans telle situation et qu'il y a des gens qui me regardent, je me renferme parce que... Et en fait on est vachement enfermé dans ce genre de toutes ces fonctions, toutes ces réflexes, en fait c'est des programmes. Et pour arriver à se déprogrammer, déjà il faut avoir conscience qu'on est dans un programme. C'est pas toujours facile. Et en fait, moi, ce que je trouve compliqué des fois, c'est d'être en lien profond avec ses désirs. Parce qu'on peut aussi même avoir perdu, je sais pas ce que je veux. Quand on pose la question à quelqu'un, des fois, qu'est-ce qui te ferait vibrer simplement, si tu prends quelqu'un qui fait un travail qui ne lui convient pas, mais lui dire, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Et moi, je sais qu'on m'a posé la question en Australie à un moment donné, on m'a dit, mais... Tu me l'as déjà posé cette question, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans plusieurs fois dans ma vie, tu m'as déjà posé cette question. C'est le plus intéressant. Et moi, mais non, mais c'était génial, tu rigoles, c'était, à chaque fois, c'était d'une grande richesse. C'est le plus important, en fait, c'est le seul truc tu me remettais sur mes rails, en fait, juste avec cette simple question-là. Puis toi donc, tu m'as souvent remis sur mes rails aussi. C'est le petit quart d'heure où on se tire les godasses. Voilà, non, mais on a une grande histoire avec Paloma, on a vécu des voyages et des synchronicités très belles. On appelle ça des voyages initiatiques. Voilà. On a fait des voyages. Alors, à la base, on savait pas que ce serait des voyages initiatiques, mais par la force des choses, ça s'est toujours retrouvé être des voyages initiatiques. Oui, et la vie est initiatique en fait. De toute façon. On voit plus quand on est en voyage parce qu'on est observateur. Quand on est chez soi, déjà, il y a tout le temps la moindre feuille. Alors, on est un peu des psychopathes des signes, nous. C'est ça. Tiens, il y a un gamin qui passe devant qui s'appelle Théophile. Ça doit vouloir dire quelque chose. C'est drôle, j'allais dire qu'il s'appelle Théo. Tu vois, on était pas loin. Je t'ai envoyé l'info. Alors, la télépathie marche pas trop mal entre nous, c'est vrai. Ah oui, je pense. Mais voilà, encore plus. Des fois, on le vérifie et des fois, on le vérifie pas. On n'est pas tout le temps en contact non plus. On se laisse vivre des expériences indépendamment.
Mais voilà, c'était par rapport à... Je sais plus, du coup, on était parti sur le regard des autres et comment s'en libérer. Ouais. Alors, il y a toujours la sortie de zone de confort dont on parle tellement dans plein de domaines de développement personnel. C'est vraiment le truc. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, mais comment et qu'en fait, oui, ça demande de se faire un peu violence, en fait. Ouais. C'est ça qui est... Et en même temps, pas trop non plus, mais... Ouais, voilà, mais un peu quand même. Un juste milieu. Ouais. Un juste milieu, parce que je crois qu'on n'est pas né pour se faire du mal, mais en tout cas, je pense qu'on est né pour, des fois, effectivement, se lancer dans hors des peurs, en fait. Se prouver qu'on peut le faire, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'est jamais plus épanoui que quand on fait des choses... qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on est fier d'avoir réussi, effectivement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, l'être humain a besoin de se surpasser, je pense, pour se sentir vivant. C'est ça. Et c'est vrai qu'on on a des modes de vie très sécuritaires. Donc, on risque pas grand-chose finalement. Donc, le risque, c'est d'être un petit peu endormi et de passer à côté des palpitations, un petit peu de... voilà, on peut vivre planqué. On a besoin de vibrer, en fait. On a besoin d'être... Voilà. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, les gens qui ont vraiment du succès ou qui font des projets de fou, c'est qu'eux, ils suivent ce cœur. Le flow de la vie, en fait. Ils suivent avec le cœur, quoi. Ouais, et ils suivent le mouvement. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on n'est pas en santé aussi, c'est qu'on ne suit pas le mouvement. Ouais. On se sclérose, en fait, on s'arrête, on est dans un mouvement et puis par peur, vous voyez, on freine des 4 fers, en fait. Ouais. Et c'est comme si on avait du chewing-gum collé aux semelles, du coup, ça nous entraîne en arrière ou ça nous laisse sur place. Ouais. Et en fait, ça... la vie, elle a horreur de ça, en fait, en nous. Et elle va nous pousser par tous les moyens, la maladie, mais ça peut être un accident, ça peut être tellement de choses, en fait, des rencontres qui vont faire que on va se décoller les pieds avec ce chewing-gum là qui nous a collé les baskets à un point T, et on va être obligé. Alors si en fait on n'a pas cet élan de bouger soi-même, la vie elle peut être violente, enfin on croit qu'elle est violente, mais en fait elle est bienveillante. Elle va nous pousser très fort. Et du coup, ça peut être violent sur le coup. Ouais. Parce que quand on était collé avec le chewing-gum et qu'on se prend une claque au cul, et on peut atterrir très loin devant et se dire « Oh là là, mais attends, je vais atterrir dans un mur ». Et en fait, non. La vie remet du mouvement là où en fait, il n'y en avait plus. Ouais. La vie, elle est que mouvement, changement. Elle n'est que mouvement. Et changement. Les changements sont entraînés par les mouvements, en fait, et si on n'accepte pas ces changements, et on est nombreux à avoir de la difficulté à accepter le changement, parce que c'est la peur de l'inconnu derrière. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas. Et le mental a besoin de connaître, alors que bon, en fait, il est jamais autant malheureux, l'être humain, que dans des choses connues au quotidien. Ça crée une routine qui est très mauvaise, en fait, pour l'être humain, même s'il y a besoin de repères, bien sûr, on a besoin de repères, on va pas se coller tous les jours dans des trucs... Et puis voilà, je pense que, comme tu dis, ça passe par des petites choses, finalement, de... Bon, aujourd'hui, tiens, au lieu de me lever le matin et de boire un café et de lire mon journal ou de lire mon bouquin, je vais aller le boire ailleurs parce que je ressens que j'ai envie, en fait, c'est l'âme et le cœur, donc ça passe par le cœur, l'âme parle beaucoup à travers le cœur. Elle a envie de jouer, elle a envie de s'amuser, elle a envie d'explorer. Et là, j'ai la voix, je pense que je suis en train de me libérer. Libérer. Ça. Joe Dispenza, il en parle très bien de ça. Ah oui. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le livre. De ne pas être dans la routine. Oui. En fait, lui, il conseille justement pour... alors, je sais plus dans quel cadre il le conseille, remarque. Donc, je vais pas dire n'importe quoi, parce que sinon, je risque de déformer sa pensée. Mais il parle de ça, de s'entraîner à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et justement, cet été, moi, je me suis entraînée à faire des choses comme ça. C'est-à-dire, par exemple, un matin, j'avais pas de soins avant 11h, je crois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce matin, je vais à l'église me recueillir. Ouais. Le truc que je fais jamais, en fait. Ouais. Et pendant une semaine, je me suis comme ça surpris un impératif à faire des choses que j'avais pas l'habitude de faire. Un matin, pareil, un autre matin que j'avais pas de soins avant, pareil, 11h ou 10h30. Ouais. Et je suis allée me prendre un petit déjeuner dans un café, en fait. C'est super, j'adore. Face à l'étanto, voilà. Et du coup, on se fait vivre des trucs, mais magnifiques. Mais oui, c'est ça, magnifique. La poésie de la vie. C'est ça.
Et c'est des fois être en présence de soi-même, seul. Sortir de la routine, en fait. Sortir de la routine et voir la beauté. Et des fois, c'est juste un instant, ça dure 10 minutes des fois et c'est hyper important, quoi. Complètement. Et ça coûte pas forcément de l'argent, hein. On peut aussi le faire en marchant, on peut avoir un thermos de café et puis aller se foutre sur une colline. Ou... oui, après tu me diras, un café ça coûte pas cher. Non, mais t'as raison de souligner qu'effectivement on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. L'église c'est gratuit. L'église c'était gratuit, bon j'y allais pas pour faire la béni hein. J'avais juste envie d'aller pour m'y recueillir. Et surtout j'espérais qu'un truc, c'est qu'il y ait personne dans l'église à ce moment-là. Parce que j'avais envie de pleurer et de me lâcher. Oui, d'accord. Mais c'est pas mal, comme exutoire. Bah oui, c'est un super exutoire. Puis tu sais qu'au moins dans une église, il y a du monde pour t'écouter. C'est là qu'il y a un curé qui déboule. Vous avez besoin d'une confession. Non, moi je parle qu'à l'invisible. Allez, hop là, sors de mon espace vital. Non, on est méchante. Non, on n'est pas méchante. Donc des ingrédients vraiment pour être heureuse, pour être épanouie et que le corps soit content autant que l'esprit, c'est vraiment se surprendre, quoi. Donc s'il y a vraiment un message qu'on peut vous donner, on n'est pas là pour vous donner des leçons ou des messages, mais en tout cas à notre petite échelle. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, nous, ça nous parle beaucoup de se surprendre. Et vraiment de s'écouter, quoi, parce que je pense que l'âme, elle a des choses à nous dire et que plus on l'écoute, ça va être un petit truc, par exemple, une fois, elle va nous dire tiens, bah vas-y, va dehors te balader, et plus on l'écoute, plus on a une écoute profonde de soi. Complètement, je suis complètement. Et après, on sait exactement ce qu'on veut, et après, on a la force devant l'autre de dire non, en fait, ça, je veux pas. Parce que c'est ça qui va être important à un moment donné. Voilà, c'est que casser la routine, ça veut pas dire quelqu'un qui va te dire bon bah tiens, je veux aller là-bas. C'est pas pour casser la routine qu'il faut à tout prix suivre un autre. Il faut aussi être en lien avec soi-même et dire ah bah non, en fait je veux pas. Être en lien avec soi. Ah bah non, je veux pas. Et de savoir dire non aussi, c'est super bien, quoi. Donc voilà, bah on peut terminer là-dessus. On va peut-être en refaire un demain, ça se trouve. Pourquoi pas, ouais. Ou juste... Oui, parce que comme ça, c'est moi qui te poserai des questions par rapport à ton parcours de musicienne. Ça peut être intéressant. Ouais, pourquoi pas. Bah, moi, je trouve que c'est riche parce que, comme je te dis, ça oblige à se poser des questions qu'on se poserait pas Ouais, sinon. moi je trouve. Et puis le fait de savoir que peut-être il y a des gens qui sont là avec nous parce qu'on sent des présences, même si... Bien sûr. C'est ce que je dis on est connecté par le cœur. Voilà, même si là, pour le moment, vous l'avez pas dans la matière, le podcast, il est déjà là. Il est déjà là. Et vous êtes déjà en train de l'écouter. Il y a déjà 1 million de vues sur YouTube, quoi. Magnifique. Non, mais ça, c'est la visualisation. Ça, c'est le pouvoir de la visualisation créative. Même si on est complètement dans le détachement et juste... juste si vous êtes deux à le regarder, ce sera juste aussi. Voilà, et on est content d'avoir partagé ce moment. Et ben merci pour tout, pour votre attention, et puis à très vite. Donc pour un prochain... Faites-vous vibrer. Et voilà, faites-vous vibrer, surprenez-vous avec tout ce qui se présente, soyez libre, écoutez votre cœur, il a plein de choses à vous dire, et je peux vous dire qu'avec lui, si vous le suivez, vous n'allez pas vous ennuyer, ça va être une vie trépidante. Voilà. Ça va être la vie de la tumultueuse, la vague tumultueuse en vous. Voilà, alors bah très bientôt, et on vous souhaite le meilleur. Ciao. Belles aventures.